Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec la comédienne et écrivaine Francine Ruel. Bonjour Francine. Bonjour. Très heureuse de te recevoir ici à Repentigny. Et surtout de ne pas dire autrice. Ah non. Je déteste ce mot. Alors, écrivaine. Écrivaine, c'est formidable. Romancière. Oui. Parolière, Parolière. aussi. Ouais. Des chansons, t'en as écrites quoi, combien environ? Pas mal. Mais surtout, j'ai commencé l'écriture des chansons sur des émissions jeunesse. Personne ne voulait écrire ça. Moi, ça me tentait. Alors, j'ai fait mes classes avec Marie Bernard, les frères La Rochelle, quand même, Jean-Marie Benoît. Puis éventuellement, t'en as écrit, oui. là. Après, pour Louise Forestier, Marie-Claire Séguin. Marie-Carmen. Marie-Carmen aussi, oui. Donc, tu as écrit de la chanson, tu ouais. écris de la chanson. Écriture aussi pour l'écran, pour le scénariste. Oui. Télé, cinéma. Et évidemment, romancière. Tu as commencé à écrire un peu pour le théâtre, ensuite jeunesse, puis là, après, écriture pour adultes. Adulte, pas 3X, 1X et demi, comme je dis en blague. Voilà, j'ai comme fait le switch de ça. Là. Ouais. Donc, une saga sur le bonheur qui fonctionne encore très bien. Oui, c'est fou. Best-seller? Ah ben, je sais pas si on dit best-seller au Québec, c'est 3 000 à peu Avant, près. 3 5 000, 000, maintenant, c'est 5 peut-être 000, 3 non, 000. entre 3 et 5 000, je crois. Bien, 60 000 par livre, au moins, chacun les 4. Quand même. Ça, c'est un succès inattendu, inespéré. On ne s'attend pas. On écrit une histoire tout à coup, puis... Est-ce que c'était prévu que... Parce que là, il y en a 4. Oui. Non, le quatrième, c'est le quatrième. Non, mais il me semble que le troisième, c'est supposé être le dernier. Oui, mais il y a eu des demandes et des demandes. Mais là, je l'ai bien écrit que c'était la fin, etc. Parce que j'ai fait le tour de cette histoire, je crois. Puis, comme j'ai dit à une madame qui me disait « Ah, vous n'en écrirez plus sur le bonheur », j'avais dit « Vous, avez-vous envie de lire le même livre toute votre vie? » Non, moi, je n'ai pas envie d'écrire le même livre toute ma vie. Mais le plus récent, donc Le bonheur est passé par ici, qui est paru quoi, il y a 2 ans? Oui. Donc, au tout début, l'héroïne narratrice, c'est son anniversaire de 70 ans, puis elle n'a vraiment pas le goût de célébrer. Oui, je me suis inspirée d'une fille que je connaissais bien, qui avait le même âge au même moment, qui n'avait pas envie de ça. Alors, c'est formidable, l'écriture, hein? On peut régler des choses, on peut aller sur des terrains qui nous dérangent, nous. On peut s'affirmer. Puis, regarde, ça passe comme ça. Puis, nous autres, ça nous fait du bien. Ça sert à ça aussi un peu. Éloigner de moi cette peur du vieillissement. Oui. En quelque sorte. Oui. Hein? Je veux bien avancer en âge, mais je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas devenir vieille. Voilà. Francine, ton plus récent livre, Anna et l'enfant vieillard, est paru chez Libre Expression il y a 1 an à peine, à l'automne dernier. Dans ce livre-là, tu mets en scène une femme et son fils. Donc, le fils vit dans la rue. C'est un roman qui est inspiré de ta propre histoire avec ton fils. Oui. C'était très important pour moi de ne pas en faire un récit. Je trouve formidable les auteurs qui se commettent et écrivent des récits. Moi, quand c'est trop près de moi, je ne suis pas bien. Et il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans. La preuve, quand j'ai écrit « Ma mère est un flamant rose », qui est un récit sur ma mère, je me disais, je ne veux pas l'écrire au jeu, puis je cherchais une façon de faire parce que je voulais donner toute la place à ma mère. Comme dans l'histoire d'Anna et l'enfant vieillard, je voulais donner toute la place à cette histoire de mère et de fils. Et je suis connue, moi, je suis comédienne aussi, donc ça mélange les cartes, je trouve. Alors, pour « Ma mère est un flamant rose », c'est mon extraordinaire ami que tu connais aussi, qui est André Bastien, qui était mon éditeur chez Libre Expression. Qui a été mon éditeur aussi. Quel être formidable. Extraordinaire. Qui a pris sa retraite. Hélas. Oui, hélas, mais j'en ai une qui est formidable, Marie-Ève Gélina, qui l'a formée, etc., qui a tout appris de lui, mais le meilleur, quoi. Et André m'avait dit, est-ce que tu as un surnom dans la vie, toi? J'ai dit, bien, j'en ai eu un seul, c'est ma mère qui m'appelait Franchon. Donc, j'ai pris Franchon, qui est moi, en fait. Mais Franchon, c'est pas tout à fait moi. C'est cet enfant et cette adolescente qui racontent l'histoire de sa mère. Et pour Anna, j'ai eu
vie, je me disais, je ne peux pas l'écrire au jeu, je ne l'écrirai jamais au jeu. Je sais que les gens vont faire le lien tout de suite, c'est sûr. Mais avec cette distance-là, je me suis permis de trouver un personnage et je lui ai trouvé un métier particulier. Anna est couturière, alors qu'elle réussit à réparer n'importe quoi en couture, elle ne comprend pas qu'elle ne peut pas réparer la vie de son fils. Voilà. On va bien sûr reparler de ce livre-là, qui est notre livre du mois de décembre, ici à Repentigny, au Club de lecture, dont j'ai le grand bonheur d'être la marraine. Donc, on va reparler de ton livre, mais peut-être un petit peu ton parcours. Okay. Donc, tu parlais de Ma mère est un flamant rose. Là-dedans, tu racontes, je ne sais pas si tout est vrai, que donc tu as grandi, tu es née à Québec. Ouais. Tu as grandi dans une famille de 5 filles, ouais. Élevée par une mère seule. Oui, mon père est parti, on était très jeunes. Ma soeur aînée avait 8 ans, moi 7 ans, le bébé 2 mois. On s'est retrouvés 6 femmes à la maison. Mais une école exceptionnelle. Il y avait des moments durs comme le pensionnat, qui n'était pas simple, mais on n'avait pas le choix, maman travaillait pour nous élever. Mais une mère féministe avant que le mot existe, une mère juste, une mère claire, une mère qui lisait le journal debout. C'est ça que j'ai appelé Ma mère est un flamant rose, avec sa jambe relevée comme un flamant rose, son café d'une main, puis le journal, sa cigarette, le café, le journal. Donc, une mère qui lisait, une mère qui adorait le cinéma, qui adorait la musique. Donc, j'ai été élevée là-dedans aussi. Pas beaucoup d'argent, mais des livres et des pensionnats pour avoir la meilleure éducation possible, quoi. C'est drôle parce que, à un moment donné, tu racontes justement quand tu es au pensionnat que tu es un peu tannante, finalement. Puis un peu. Oui. Puis que, ben toi, tu t'acceptes pas de te taire. Non. Non, je pense que je suis l'enfant qui a copié le plus souvent dans toute la province de Québec. Je dois me taire, mais les religieuses avaient trouvé un truc, c'était je dois me taire au dortoir, je dois me taire dans les corridors, je dois me taire au réfectoire, la phrase complète, je dois me taire. Mais le je, dois, me, tu ne pouvais pas écrire ça. C'était des phrases comme ça, etc. J'ai fait des 50, 100, 500. Une fois, ma mère est au parloir et je n'ai pas fini mes 500 copies. Je ne l'ai pas vu. Ma mère venait pas toutes les semaines parce qu'elle ne pouvait pas. Regarde, c'est compliqué, là. Et puis, un jour, il y a une religieuse formidable qui a pensé me punir et qui m'a donné les plus grandes définitions du dictionnaire. À copier? À copier. Le fun, toi. J'espère qu'elle savait ce qu'elle faisait. Je veux espérer qu'elle s'est dit ça n'a pas de bon sens, qu'elle fait juste copier pour rien. Alors, j'ai une super belle écriture, ça, j'ai une calligraphie formidable, mais j'ai commencé à triper sur les mots. Plus tu accompagnes, un mot peut avoir plusieurs sens, là. C'est formidable, là. Puis des mots que je ne connais pas. Écoute, j'ai des portes ouvertes formidable. Ça a été formidable pour moi. Donc, Francine, tu as décidé d'étudier en théâtre au Conservatoire à Québec. Bien, je voulais être auteur d'abord. Ah oui? Ma mère est un flamant rose, c'est le premier livre. Ça serait peut-être pas appelé comme ça, mais je voulais écrire sur ma mère. Et regarde, à l'époque, le cheveu blanc le montre, on ne connaissait pas les auteurs, nous autres. Puis il n'y avait pas de photos sur les livres, puis on ne savait pas c'était quoi un auteur, puis il y avait un titre, puis un nom d'auteur bien important, mais c'était tellement mystérieux être un auteur, c'était des chasses gardées, là. Tu n'as pas accès comme les jeunes aujourd'hui. Donc, moi, je voulais écrire sur ma mère, puis je me disais... Tu étais vraiment en admiration. Ah, écoute, ma mère m'a sauvé la vie, là. Elle m'a appris tout. Elle m'a appris à me tenir debout. Ce que j'ai essayé de faire avec mon fils, d'ailleurs. Dans le roman, j'en parle, dans l'histoire d'Anna. Mais je voulais écrire, mais je ne savais pas comment. J'avais 12 ans, là. Regarde, je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'avais juste découvert qu'être un auteur, ça pouvait dire qu'on était Dieu. Mais quand tu es pensionnaire, tu ne parles pas de ça aux bonnes sœurs, là, parce que tu vas te faire excommunier, mais parce que tu as le pouvoir sur tes personnages. C'est le comte de Monte Cristo qui m'a appris ça. Alors, donc, voilà. Donc, on lisait beaucoup et tout. Mais j'ai commencé à faire rire ma famille. C'est un public extraordinaire. Même ma mère qui ne voulait pas, qui me chicanait, puis qui disait « ça suffit ». Ariel, même, elle m'aidait pas pantoute. Bien, j'ai comme, bien, pour pas que ça soit triste trop dans la famille tout le temps.
On n'en parlait pas beaucoup, mais tu sens cette... Tu sais, je pense que les auteurs, on a un sixième sens. Il y a des affaires qu'on sent. J'ai parlé à mes sœurs en disant, avez-vous remarqué telle affaire? Ben non. Ça, non. Je sais que tu as pris ça. Mais moi, tu sais, il y a une sensibilité qu'on est capable de voir les gens agir, les deviner. C'est ça qui est formé. C'est pour ça qu'on écrit, parce qu'il y a des humains, je pense. Puis on veut comprendre comment l'humain fonctionne, puis pourquoi il pose tel geste, puis pourquoi pas d'autres, etc. Donc, fait que quand j'ai vu que je faisais rire le monde, puis que j'avais un public, puis j'ai fait, bien, je vais essayer d'entrer au conservatoire, mais ça a marché. Fait que donc là, tu es devenue comédienne. Oui. Tu as fait plusieurs, tu as joué beaucoup. On te voit moins ces dernières années? Cheveux blancs. Cheveux blancs, on écrit pour les jeunes à la télé, pas pour des femmes qui pourraient nous intéresser, qui ont des parcours formidables. Les hommes, oui, c'est pareil. Hein, Simone Signoret qui disait, au grand et au petit écran, les hommes mûrissent, les femmes vieillissent. Voilà. Ouais. Ça, c'est effrayant, c'est terrible, ça. Je trouve ça effrayant, moi. Pas juste pour moi, pour les comédiennes qui ont du talent. Il n'y a pas de rôle, il y en a peu, puis on est comme 15 à vouloir le jouer, fait qu'il y en a une qui est choisie, c'est tout. Alors, c'est pas simple, ça. C'est triste, je trouve, parce que moi, j'ai souvent envie de voir des modèles de femmes qui sont des aînés, même pour moi, puis de dire, ah, wow, je pourrais vieillir comme ça, je pourrais aller vers ça, je pourrais... Mais il y en a peu. Mais il y a la littérature, ça, c'est bien. On peut se venger là-dessus. On peut écrire... Oui. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, puis on peut écrire des personnages qui ont un certain âge, je crois, qui peuvent être intéressants. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, quand tu as commencé à écrire, tu as commencé à écrire pour le théâtre? Oui, non, la télé. J'ai commencé à la télé. Moi, pour les émissions? Quand je suis sortie du conservatoire, j'ai joué un petit peu. Après ça, j'ai eu une bourse pour aller vivre 1 an à Paris, toute seule. J'avais 21 ans. Tu sais, tu pars de la ville de Québec, puis tu t'en vas à Paris, là. Gros choc culturel. Puis j'ai commencé à écrire dans les cafés. Et quand je suis rentrée, j'ai voulu passer des auditions pour jouer à la télé pour enfants, mais tout était distribué. Il y a un réalisateur qui était le réalisateur de Minute Moumoute, qui m'a dit, est-ce que vous écrivez? On cherche des auteurs. J'ai fait, oui, oui. Écoute, j'avais rien écrit, là. Je suis rentrée chez nous en me disant, maudite folle, là. T'es-tu folle? À ce master. Fait qu'il m'avait commandé des sketchs pour une marionnette. Et j'ai commencé à écrire Minute Moumoute, du Soleil à Saint-Saëns, La boîte à lettres, Pop Citrouille, Court-circuit pour adolescents. Et c'est là que j'ai fait mes classes, vraiment, en écriture télévisuelle, après le théâtre. Tu as écrit Brou, en partie? Oui, des la seule auteurs? Fille, oui. C'est un gros morceau, ça? C'est un accident de parcours, là encore. Écoute, c'est un accident parce que c'est Michel Côté qui m'a demandé et je voulais pas. Et j'ai dit, tu es fou, toi, on connaît rien. Il me dit, dans les tavernes, on ne sait pas c'est quoi, on a entendu. Il dit, sers-toi de ça. J'ai fait, t'es drôle, toi. Mais j'ai dit non, 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 non. Puis à la fin du téléphone, il m'a dit, oh, Francine, dis donc, oui, moi, je veux qu'il y ait une fille qui écrive dans Brou. Et puis toutes les autres filles de Montréal ont dit non. C'est gentil. Fait qu'il m'a eu à la provocation. J'ai fait, attends un peu. OK, d'abord, je vais m'essayer. Mais tu sais, tu donnes, comme mes premiers textes que j'ai donnés pour la télé, je les ai donnés en disant, écoutez, voilà, c'est ça que j'ai fait, ça ne voulait pas, la poubelle n'est pas loin. Je disais à Michel, ça ne marche pas, quoi. Et ça a marché. Comme quoi, il faut essayer des fois. On parlait de tes rôles à la télé, au cinéma. C'est sûr qu'il y a un rôle qui va rester... T'es peut-être tannée d'en entendre parler. Lionne, je disais. La Lionne. La Lionne dans Scoop, c'est comme... Oui. Hein? Et la robe de chambre dans la sécheuse. Et la robe de chambre dans la sécheuse. Sur la rue, je me le fais demander encore. Non, mais, regarde, c'est quelque chose, c'est un rôle qui a marqué le public. Mais toi, là, toi, personnellement, est-ce que c'est un rôle qui t'a marqué au-delà du fait que ça nous a marqué, nous? Oui, parce que... Écoute, j'ai passé une audition, on était plusieurs. Et j'ai comme, c'est rare, on ne sait jamais qui passe l'audition avec nous, mais j'ai appelé pour vérifier l'heure parce que j'avais à une demi-heure de différence, fait que je voulais être sûre que j'ai la bonne heure. Et c'était une assistante qui était là qui m'a dit, oui, c'est à telle heure, OK, parfait. Je disais, est-ce qu'on y beaucoup? Moi, je demande comme ça, je sais bien qu'en général, ils nous répondent, oh, non, non, pas trop. Elle me dit, ah, bien, attendez, elle me donne la liste. Elle m'a donné la liste des actrices. Des filles? Oui, oui, la veille. Elle me donne la liste des actrices. Je les connais toutes, là. Mais il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête qui était formidable. Ils sont toutes minces.
tout. Je fais, voyons, Pauline Martin, tel, un autre, Je fais, ben voyons. Là, j'ai fait, OK. Ça ne sera pas une mince qui va avoir ce rôle-là, ça va être moi. Et ça, je l'ai travaillé, le personnage, mais travaillé, là, pour que, comme imposer ça. Une ronde qui a du charme, qui est forte en gueule, qui défend son monde, etc. J'ai fait, go! Quelle place formidable pour aller passer, entre guillemets, ce message-là. Et j'oublierai jamais l'audition, parce que moi, la veille, j'avais visionné Misery, OK? Avec Kathy Bates, parce qu'on a joué au théâtre des mêmes rôles. J'étais la voir à New York, d'ailleurs. Des mêmes rôles qu'on a joués. Que je me disais, cruelle Kathy Bates, vindicative. Puis, à l'audition, ils m'ont dit, « Oh non, non, elle est douce, elle prend son bain. » Tu sais, quand tu passes... J'avais l'impression de shifter à l'envers, là. Je m'ajustais à mesure qu'ils me donnaient les infos, et ça a marché. Donc, tu t'étais préparée, mais... Oui. Mais dans le fond, tu y as donné du caractère, en tout bien, cas, si elle beaucoup, en avait parce qu'il fallait tant... aussi, puis c'est ça qui est formidable quand on a un rôle. Je veux dire, l'auteur t'a préparé une petite boîte, puis tu prends ce qu'il y a dedans, mais tu en rajoutes à mesure, puis l'auteur se sert de ça aussi pour écrire. Oui. On se nourrit l'un l'autre, là, quoi. Comme moi, j'ai essayé de me nourrir toute ma vie du fait que j'étais auteur et que j'étais comédienne. Pour moi, la comédienne... Deux se nourrissent? Oui, pour moi, parce que tout le monde me demandait souvent quand est-ce que vous allez choisir. Je fais, voyons, on peut-tu élever des vaches, jouer du violon, puis aimer les échecs, mettons, là? On peut-tu, dans la vie, faire plusieurs choses? Et pour moi, la comédienne aide l'auteur pour les dialogues. Et l'auteur aide la comédienne en disant, regarde, tu as un rôle à l'intérieur d'une grosse structure. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Toi, ta place est juste là. Mais regarde, la structure, c'est ça, ça, ça. Donc, moi, je trouve ça formidable de passer de l'un à l'autre. Donc, tu as eu un prix quand même, le prix Gémeaux, la meilleure interprétation pour une série, pour ce rôle-là. Donc, un rôle quand même... Bien, marquant, puis formidable, puis qui a fait avancer, je pense, la cause des femmes au Québec. Moi, ça, c'est bien important. C'était un genre de modèle aussi. Oui. Que c'est devenu. Ça, c'est plus lourd, là. C'est plus difficile à porter. C'est plus lourd à porter? Bien, c'est lourd à porter parce que tu as apporté tes propres solutions pour toi. Tu ne peux pas nécessairement les apporter pour les autres. Comme dans Ma mère, comme Anna et l'enfant vieillard, c'est la même chose. Là, je suis demandée partout, dans des groupes de parole, des gens qui ont des difficultés avec des enfants qui ont été sur la drogue, qui sont dans la rue, etc. Et c'est toujours très délicat. Tu peux juste dire, moi, j'ai essayé ça et ça a marché. C'est tout. Mais d'assumer ce rôle-là, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Parlons-en de Anna et l'enfant vieillard. Donc, c'est inspiré de ta relation avec ton fils. Ouais. Tu as eu besoin, donc, d'en faire un roman pour prendre cette distance. Juste un petit décalage. C'est important, je pense, pour moi, c'est important de faire ça comme ça. Et te donner un espace de liberté. Oui, oui, parce qu'autrement, on n'en a pas. On étale la vérité, elle est là pareil, mais il y a comme... Je prends le temps de regarder. Et je pense que je n'aurais pas pu écrire ce roman-là si je n'avais pas travaillé sur moi. J'ai eu la chance de fréquenter une psychologue pendant 2 ans régulièrement pour être capable de faire exactement ce pourquoi j'allais la voir et qui est la première phrase du roman, c'est « Je suis ici pour faire le deuil d'un enfant vivant. Parce que je suis en train de couler, parce que je suis en train d'y laisser ma peau et que je ne suis pas sûre que je fais la bonne affaire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. » Et elle t'a aidé. De façon formidable. Regarde, il y a des rechutes, il faut faire attention tout le temps, mais de ne pas se laisser entraîner. Parce qu'on veut sauver nos enfants, je crois. On les aime tellement qu'on veut le meilleur pour eux. Mais le danger, il est là. Il est là. Donc, tu racontes, tu entremêles des souvenirs d'enfance heureux. On voit grandir par moments ce garçon-là. Mais en même temps, on est en ce moment, en tout cas au moment où le livre se situe, cette mère qui voit son fils dépérir, qui est rendu dans la quarantaine, qui est encore dans la rue, qui se drogue, qui utilise toutes sortes de subterfuges, en fait, même envers sa mère pour avoir de l'argent, etc., etc. Peut-être tu pourrais nous lire un extrait pour nous mettre dedans. Dans le contexte, oui, qui est encore actuel.
Il y a tellement de monde encore mal pris comme ça, puis des parents aussi. Lorsqu'Arnaud faisait l'école buissonnière, Anna le savait tout le temps. Il rentrait à la maison à la fin des classes avec son sac à dos, sa tête d'adolescent studieux et son grand sourire à faire fondre un glacier. « T'as foxé l'école, toi? »« Hein? L'école a appelé? » demandait-il sur la défensive. « Non. Mais comment tu le sais? »« Je suis ta mère, » répondait simplement Anna. Plus jeune, lorsqu'il se servait à pleine main dans la jarre à biscuits, avec 1000 précautions pour qu'elle n'en sache rien, sans même qu'elle se trouve dans la cuisine, il se faisait réprimander à distance. « Pas de biscuits, t'auras plus faim pour le souper. » Comment sa mère avait-elle fait pour le savoir? Elle se trouvait devant sa machine à coudre. Elle ne pouvait pas le voir, ça le rendait fou. Lorsqu'il avait fumé un joint également, elle le savait. Mais ça, c'était plus facile. Il n'y avait qu'à le regarder. Il avait les yeux injectés de sang. Il avait l'air à l'ouest et ses vêtements sentaient le pote. Maintenant qu'il est devenu un jeune adulte, elle ne sait plus rien. Elle ne devine plus rien. Il peut lui mentir en pleine face et inventer les excuses les plus insensées, les plus extravagantes, les plus invraisemblables, son don de divination, dont que possèdent presque toutes les mères, s'est altéré au fil des ans. Il a entièrement disparu. Ses yeux, tout le tour de la tête, ne voient plus rien venir. Pourtant, les excuses de son fils sont énormes et variées. Elles reviennent périodiquement. Je me suis fait voler mon argent, j'ai perdu mon porte-monnaie. Ça fait 2 jours que j'ai rien mangé. J'ai prêté de l'argent à un ami, il ne me l'a pas rendu. Ils ont fait une erreur à la banque. Ma carte de guichet est pétée, elle ne marche plus. Ma paye n'est pas rentrée à temps. Anna le croit sur parole. Elle s'affole pour lui, elle est prête à remuer ciel et terre pour le sortir de là. Il continue dans la même veine pour être certain qu'elle fléchisse. « Ah, tu me sauverais la vie, tu me sortirais du trou. C'est la dernière fois, fais ça pour ton fils. Hey, c'est une question de vie ou de mort. T'en as de l'argent, toi? Je vais te le remettre, je te le promets, avec des intérêts, si tu veux. Ça n'arrivera plus, je te le jure. Please, maman, je suis vraiment dans marde. » Et Anna avance l'argent, paie le loyer, rembourse la dette. Donc, ça ne finit jamais. Jamais, jamais. Il n'y a pas de limite. Non, non, non. C'est étrange parce que tu racontes, tu parlais de la psychologue que tu as rencontrée. Dans le livre, tu racontes que tout le monde te dit à un moment donné, regarde, tu ne peux pas sauver, là. Ouais. Tu ne peux pas le sauver à sa place. La psychologue dit la même chose, mais comment une mère peut se résoudre à abandonner son enfant? C'est aussi la question que ça soulève. Parce qu'on est prêt à n'importe quoi, parce qu'on les aime. Et on a l'impression, moi j'ai découvert ça, on a l'impression qu'on prend les bonnes décisions. Moi, ce qui a été le point de bascule, et je l'ai écrit dans le roman, c'est quand à un moment donné, Anna dit à son fils, ou Francine dit à son propre fils, « Regarde là, j'ai essayé tel truc pour toi, ça n'a pas marché. Je t'ai envoyé en désintox, tu ne l'as pas terminé. J'ai fait telle autre affaire, ça n'a pas marché. Ça, tu l'as détruit, ça, tu l'as défait, tu n'en as pas voulu. » C'est comme je réalise que toutes les décisions que j'ai prises, j'ai pensé les prendre pour toi. Mais non, c'est mes solutions à moi, à ton problème. À partir de maintenant, je n'en prends plus aucune. Comme ça, tu vas prendre tes propres décisions et tu vas être content parce que c'est tes décisions à toi. Et tu ne me décevras pas parce que tu n'auras pas fait ce que je voulais, tu n'auras pas besoin de le défaire, de me faire de la peine, etc., etc. Mais on a l'impression qu'en faisant ça, mais c'est faux, on le fait à leur place. Et ils ne grandissent pas là-dedans, ils ne changent pas. Ma mère est là, elle va le faire. C'est effrayant, ça, c'est terrible. Mais avant de comprendre ça, tu sais, je disais à la psy, puis je l'ai mis là-dedans, j'ai l'impression qu'elle me disait tout le temps, « Attendez, il faut qu'il touche le fond. » Cette fameuse phrase qu'on entend sans arrêt, là. Ben oui, il va toucher le fond. Fait que là, j'ai imaginé, moi, je me voyais comme une mère attachée à un arbre, les mains dans le dos, les pieds liés, rien devant les yeux, mais la bouche avec du sparadrap. Mais je suis là, je regarde mon fils se noyer.
faut que j'attende qu'il donne un coup de pied dans le fond pour remonter. Et je dis à la psy, s'il ne remonte pas, elle faisait. Mais elle n'avait pas tort. Oui. Mais avant de comprendre, encore aujourd'hui, ça peut arriver. Alors, on veut avoir des nouvelles de ton fils aujourd'hui, mais je veux juste d'abord que tu nous mettes en contexte, parce qu'on comprend dans le livre qu'il y a un point de bascule qui fait en sorte que cet enfant-là va aller vivre dans la rue. Oui. C'est quelque chose qui est difficile à raconter. Bien, non, parce que je l'ai comme trafiqué dans le roman, parce que mon fils a été victime d'une agression épouvantable, armée, ce que je n'ai pas mis dans le roman. Parce que pour moi, ce n'était pas le sujet du roman. Je voulais vraiment tabler sur... J'en parle un peu, de dire que ça, c'est un point qui est important. En fait, tu retardes toujours le moment de parler de ce que tu appelles l'accident. On n'est pas capable, personne, de l'appeler autrement. Bien, comment on peut... Donc, c'est une agression. Une agression gratuite. Gratuite. Un soir, il est avec sa blonde. Oui, il est en train d'embrasser sa blonde. Puis il se fait tabasser. Non, dans le roman, il se fait tabasser, mais dans la réalité, il se fait tirer avec un 12 tronçonné. Il y a eu un procès, les gens ont été en prison et tout. Mais je ne voulais pas ouvrir ce volet-là. OK. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il y a l'hôpital, il y a tout ça, il y a des mois et sinon des années pour essayer de réparer ça. Il commence à s'en sortir seulement. Et donc, il a été combien d'années dans la rue? 6 ans. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ma mère faisait ça pour moi. Elle m'écrivait, quand on chicanait, là, ma mère m'écrivait une petite lettre. Parce que quand on était en chicane tous les deux, puis qu'il n'y en a aucune des deux qui lâchait, là, j'arrivais de l'école ou d'une sortie, puis il y avait une petite enveloppe sous mon oreiller, puis je disais « Ah, Seigneur, je vais être obligée de lire la lettre, me calmer le gros nerf, mais je vais être obligée d'y répondre par lettre. Fait que je vais être obligée de choisir mes mots, puis je vais être obligée d'y dire « OK, ça, tu as raison », ce que normalement, je ne dirais peut-être pas, mais par écrit, puis je vais donner mes arguments, puis on va finir par s'entendre. Et il y a très récemment, mon fils a décidé qu'il s'en irait en chambre, que ça avait été son dernier hiver l'année passée, dehors, parce qu'il ne va pas dans l'émission, mon fils. Il est vraiment dehors, au froid, à moins 40, etc. Là. Et j'ai écrit une petite lettre le matin. Il était chez moi à la campagne, puis j'allais le reconduire à Montréal. Et j'ai écrit une petite lettre, comme ma mère faisait, pour y donner, etc. Puis je me relis, puis j'avais mis le lieu, puis la date. Et c'est la même date que l'agression. Fait que j'ai fait peut-être qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, peut-être que le 18 août, c'était en 1994 l'accident, mais en 2020, mon fils est sorti de la rue. C'est fragile, c'est un jour à la fois. Est-ce qu'il avait lu ton livre? Oui, il a lu le livre et la seule chose qu'il m'a dit, ben oui, mais tu n'as pas parlé de l'accident, tout part de là. Il avait raison, mais j'ai été 6 mois sans le rejoindre. Et je voulais lui demander la permission avant, c'est son histoire. Le reste, c'est plus l'histoire de la mère et ce que lui me racontait. Mais le reste, je ne voulais pas toucher à ça. Tant qu'il ne me donne pas sa permission, mais je n'étais pas capable de le joindre. Fait que je l'ai réduit un peu à quelques lignes pour expliquer. Il a lu ça, mais comme on peut l'annoncer maintenant, là, il y a une chaîne de télé, ce n'est pas accepté officiellement, mais il y a un projet qui est fait pour en faire une série télé. Et l'agression telle qu'elle est va faire partie de la série télé. Telle qu'elle a été dans la réalité. Telle qu'elle a été, c'est vrai, excuse-moi. Et mon fils aide beaucoup le scénariste, qui n'est pas moi, et son recherchiste. Ton fils est consultant. Oui, il est consultant de sa propre... C'est comme s'il se réapproprie sa vie. Et ça, c'est tellement salvateur, là. Mais ça donne des frissons. Bien, c'est comme sa rédemption tout à coup. On n'a pas vu ça venir, mais il a accepté tout de suite. Puis, il ne triche pas, mon fils. Il dit les affaires, là, que je pense que je vais en apprendre beaucoup que je ne sais pas. Mais c'est correct aussi, là. Moi, j'ai dit au scénariste, garde, il te raconte ce qu'il veut. Je ne veux pas que tu me racontes qu'est-ce qu'il te raconte. Ça vous appartient. Puis tu choisis ce que tu veux mettre dans la série. Puis je suis une grande fille. Je vais être capable de faire la part des choses, puis de prendre ce qui est à moi, puis ce qui n'est pas à moi, quoi. Mais quand est-ce qu'on a des chances de voir ça? Peut-être l'an prochain.
en 2021, là. On va suivre ça. Bien, merci. Bien, merci bien. Beaucoup, Francine. À bientôt. À bientôt. Bien, merci. Merci à vous d'avoir été là.